Vous êtes sur Télé Pluriel à l'heure de pulsation week-end. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la ministre appelle le gouvernement haïtien à adopter toutes les mesures nécessaires pour réaliser des élections libres, inclusives et transparentes le plus tôt possible en 2013. Dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mariano Fernandez Amunategui, met l'accent sur la mise en place du Conseil électoral et appelle les trois pouvoirs à travailler en ce sens. Une douzaine de diplomates étrangers accrédités en Haïti et résidant en République dominicaine se sont entretenus ce vendredi au Parlement avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Au menu des discussions, notamment la situation du pays, l'organisation des prochaines compétitions électorales et les investissements étrangers. À Sodo, la police annonce avoir effectué plusieurs arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Francesca Loiseau, 10 ans, dans la soirée du 10 janvier à son domicile par un groupe de bandits armés. Cependant, jusqu'ici, les ravisseurs ne se sont pas manifestés. Par ailleurs, l'inspecteur divisionnaire Gary Jules-Jean a été nommé jeudi responsable du commissariat de Sodo. Il remplace l'inspecteur Louis-Paul Delius. Marie-Danielle Bernardin et Maître Josué Pierre-Louis ont été entendus séparément par le juge d'instruction Merlin Bélabre. La jeune femme qui accuse Maître Pierre-Louis de l'avoir violée était accompagnée de ses avocats Maître Newton Saint-Just et André Michel. Au moins une trentaine d'otages et 11 assaillants tués jeudi lors de l'assaut de l'armée algérienne sur le site gazier d'Inamina, où des centaines de personnes ont été retenues de force par des combattants islamistes. Dans l'actualité sportive, Lance Armstrong passe enfin aux aveux. Le cycliste a admis s'être dopé pour remporter ses 7 Tours de France, mais a laissé de nombreuses questions en suspens lors de son interview accordée à Oprah Winfrey. Il est notamment resté peu bavard sur l'organisation du dopage au sein de l'équipe US Postal. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Richef, bienvenue dans le développement du journal. Dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mariano Fernandez Amunategui, invite le gouvernement haïtien à adopter toutes les mesures nécessaires pour réaliser les élections législatives partielles, municipales et locales, libres, inclusives et transparentes le plus tôt possible en 2013 et appelle les trois pouvoirs de l'État à travailler en ce sens. Le chef de la MINUSTA met l'accent sur la nécessité de mettre en place le Conseil électoral tout en considérant comme une première étape importante l'accord du 24 décembre 2012 entre l'exécutif et le Parlement au sujet de la formation du collège transitoire du Conseil électoral permanent. La prochaine étape consiste à finaliser la désignation et l'installation des 9 membres sans délai, de sorte que le Conseil puisse faire son travail, tout en renouvelant le soutien de la MINUSTA et de la communauté internationale dans l'organisation d'élections libres, inclusives et transparentes en Haïti. M. Fernandez exige que le CTCEP travaille en toute indépendance d'une manière transparente et inclusive. L'ambassadeur du Royaume-Uni accrédité en Haïti, Steven Fisher, a dit souhaiter que tous les acteurs jouent leur rôle pour la mise en place du Conseil électoral qui doit organiser les prochaines élections. Le diplomate, qui s'exprimait au terme d'une rencontre avec des présidents des 2 chambres du Parlement, se félicite d'avoir entendu ces derniers parler de la mise en place d'une commission mixte devant se pencher sur le choix des représentants du pouvoir législatif au CEP. Il dit souhaiter que, dans un avenir proche, la machine électorale soit mise en branle pour l'organisation de bonnes élections dans le pays. Il y a des événements très importants dans l'avenir très proche.
Les deux présidents m'ont dit qu'il y a une commission mixte déjà formée pour choisir les membres de commission électorale permanente et que ça va travailler à partir de la semaine prochaine, je crois. Et ça nous paraît une nouvelle très importante parce que peut-être la formation de ce conseil permanent électoral, c'est ce qui manque entre tous les progrès qui a été fait pendant les récentes années, les élections, du président, la formation du gouvernement, et plusieurs avances qu'on a vues. Ce qui manque maintenant, c'est la commission permanente électorale. Et il faut que tous les acteurs, tous les partis de l'État d'Haïti jouent son rôle pour résoudre ce problème, je crois, dans le délai moins petit possible. Une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine entre les facilitateurs de la plateforme Religion pour la paix et les acteurs impliqués dans la crise électorale. C'est ce qu'a indiqué vendredi le sénateur Lucas Saint-Ville, mandaté par la Chambre haute pour prendre part aux discussions, rappelant que dans l'intervalle, Religion pour la paix devrait rencontrer les conseillers contestés qui représentent le CSPJ au CEP. Il est question de trouver une sortie honorable pour les premiers représentants contestés du CSPJ au CEP qui ont été nommés par arrêté présidentiel et prêté serment à la Cour de cassation, fait remarquer le sénateur Lucas Saint-Ville. Je n'ai pas vraiment explication d'accord, sauf que je connais la plateforme Religion pour la paix a fait petit travail, avec le CSPJ. Je connais et rencontre pour faire avec le premier membre qui ça baille. Est-ce que il fait rencontre déjà? Est-ce qu'il y a une autre rencontre à faire toujours? Sauf que je connais que d'ici la semaine prochaine, il est supposé réunir tout le monde qui est concerné pour faire un rapport. Je connais à quel point il est, si il fait, si il n'a pas fait, ça aujourd'hui. Religion pour la paix, tu as une mission. Mission pour l'accompagner CSPJ dans le cadre de rencontre CSPJ à faire avec les trois premiers membres que tu as choisis dans la première élection, il a fait 24 octobre, je crois, 24 juillet, je ne sais pas songer. Mais pour qu'on ait un rapport, c'est à partir du moment que le film fait rencontre ça, la réunir tout le monde pour y avoir un rapport. Mais ça, pour qu'on fasse, ce n'est pas camper. Mais c'est Religion pour la paix d'attendre qu'il ait même une mission tout à fait spéciale avec CSPJ. Oui, c'est vrai, CSPJ. Ils reprennent l'élection, ils choisissent 3 nouveaux membres, ils ont déclaré ces 3 nouveaux membres, c'est eux-mêmes mais pas oublier que 3 premiers membres ont choisi, ils ont arrêté présidentiel qui sorti, qui nommé, ils ont prêté serment devant la Cour de cassation, ils ont installé, ils ont dans service. Donc c'est pas un bail qu'on soit fait vite secours. C'est-à-dire constitution claire, donc qui dit comment pour le faire. Maintenant, même le tégon erreur, on va corriger l'erreur là, nous avons gens pour corriger et pour paraître un mauvais précédent. Donc c'est pas on est dit moun dehors, comme on va dire dehors, eh bien n'importe membre qui vient nommer régulièrement tout dans le KEPA, mais on prend l'habitude pour mettre dehors n'importe gens. Donc on a gens pour faire ça et c'est ça que on cherche faire pour on gens pas foirer le processus là pour toute bagaille qui aller bien. La rencontre prévue ce vendredi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et les députés du PRI n'a pu avoir lieu. Les députés de l'opposition ont attendu vainement au Parlement le chef du gouvernement. Écoutons les précisions du député des Verrettes, Vikens Deriluis. Par rapport avec lettre Premier ministre écrite pour nous rencontrer le vendredi qui était 11, et nous-mêmes nous avons un agenda, nos préoccupations, nous forcément pas de chita sur rencontrer le Premier ministre le 11, nous tenons lettre responsive, mandel pour le mettre, nous-mêmes nous toujours disponibles, mais 11 n'a pas de propice pour nous. Nous avons écrit et le Premier ministre Lamotte et mandel pour être disponible pour nous. Si c'est vrai, il a besoin de rencontrer nous pour être disponible pour nous. Jeudi 18 janvier et dans le Parlement pratiquement. Et nous avons remarqué que la majorité des membres nous ont fait le devoir pour nous là. Mais malheureusement, encore une fois, le Premier ministre, Tuipé, nous sommes capables de dire, et invitation que ça souhaite que nous défaisons là. Et nous avons rappelé que
Et nous certainement pas de une réponse. Nous sommes capables de quitter d'accord sur le principe là. Mais si nous d'accord sur le principe tout qui ne dit rien consent, c'est que nous-mêmes, nous pris, nous te comprendre effectivement, puisque ils ont écrit nous et demandé pour nous mettre disponible, et nous-mêmes nous te dit mais qu'il est disponible, pas que personne qui te dit yo pas disponible dans date ça, donc nous te fait nos devoirs pour nous venir et avec documents nous avec dossier nous pour nous venir discuter, dialoguer avec le Premier ministre qui c'est un couloir et un passage obligé. Donc malheureusement, personne ne va mettre pied, il y a l'autre fois comme dit nous, le Premier ministre est tué invitation, donc nous-mêmes nous seulement constater ça. Disposition que nous gagnons mais nous c'est invitation, convocation, interpellation. Donc jeudi et groupe Lampoco fin concerté pour nous connaître qui disposition n'a pas. Une douzaine de diplomates étrangers accrédités en Haïti et résidant en République dominicaine ont rencontré au Parlement ce vendredi les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Au menu des discussions, notamment la situation du pays, l'organisation des prochaines compétitions électorales, les investissements étrangers. Emmanuel Paul, reportage. Ils sont tous des diplomates étrangers accrédités en Haïti, mais leurs résidences sont en République dominicaine. Ils étaient au palais législatif ce vendredi et se sont entretenus avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. La situation du pays, l'organisation des prochaines compétitions électorales, les investissements étrangers en Haïti sont entre autres points abordés lors de cette rencontre, selon le président du Sénat. Accrédité en Haïti, mais qui résidait en République dominicaine, et son rendez-vous annuel chaque année, il y a toujours une visite à toute institution publique. Et donc 3 pouvoirs et pour informer nous de ça mené comme activité et de état pays à tout comment et vie politique là continue en Haïti. Donc visite ça de chita sur question sécurité, sur question investissement et sur question politique. Pour sa part, le nouveau président de la Chambre des députés a insisté sur la nécessité que soient votées des lois susceptibles d'attirer des investissements étrangers en Haïti. Plusieurs projets et avant-projets de loi sont en préparation, a indiqué Jean-Tolbert Alexis. C'est très important que nous ayons un cadre légal pour pouvoir attirer et faciliter l'investissement en Haïti. Nous savons qu'il y a beaucoup de réformes qui sont nécessaires, par exemple dans le code de commerce, par exemple dans le droit foncier. Donc nous sommes prêts à entamer ces réformes. Nous allons toujours insister sur l'aide que la communauté internationale peut nous apporter pour nous aider à avoir beaucoup plus de techniques pour pouvoir continuer dans l'étude de ces projets de loi pour pouvoir les voter rapidement. Le représentant du Royaume-Uni en Haïti qui a présidé la délégation s'est félicité de cette rencontre avec les membres du corps législatif. Cela a permis aux ambassadeurs accrédités en Haïti d'avoir une meilleure connaissance de la situation socio-économique et politique du pays, indique Steven Fisher. Ça a été une visite, comme a dit Monsieur le Président du Sénat, pour nous informer des événements actuels dans la vie politique, économique du pays. J'ai vu que le Parlement haïtien, dans cette petite conversation que nous avons eue ce matin, le Parlement haïtien joue son rôle. Et là, un point de vue, c'est une institution très très importante pour représenter le peuple. Aux côtés des présidents des deux chambres, il y avait le sénateur Steven Yervenson Benoît, premier secrétaire du bureau, l'ancien consul d'Haïti à Dahabouane, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé et le sénateur Francisco de la Clos assisté à la rencontre à titre de traducteur. À Sodo, une commune de Mirbalais, la police annonce avoir effectué plusieurs arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Francisca Loiseau, 10 ans, dans la soirée du 15 janvier à son domicile par un groupe de bandits armés. Cependant, jusqu'ici, les ravisseurs ne se sont pas manifestés. Par ailleurs, l'inspecteur divisionnaire Gary Jules Jean a été nommé jeudi responsable du commissariat de Sodo. Il remplace l'inspecteur Louis-Paul
Délius, sans transition, Marie-Danielle Bernardin, qui accuse le président du conseil électoral de Maître Josué Pierre-Louis de l'avoir violé, a répondu ce jeudi aux questions du juge Merlin Bélab, qui instruit l'affaire suite au désistement de Maître Jeudi-Lien Fanfan. Les avocats de la victime présumée ont salué le courage de la jeune femme qui veut aller jusqu'au bout de l'affaire, malgré les pressions et les intimidations dont elle serait l'objet de la part des proches de Maître Pierre-Louis. Pour André Michel, le dossier doit aboutir à un procès équitable dont le dénouement sera favorable à sa cliente qui, ajoute-t-il, réclame justice. C'est également la position soutenue par Maître Newton Saint-Just qui estime qu'à travers ce dossier, c'est tout le système judiciaire qui est mis à l'épreuve. Il écarte toute possibilité de conclure une entente avec Maître Pierre-Louis. Tour à tour, Josué Pierre-Louis et Maître Newton Saint-Just et André Michel. Et Marie-Danielle Bernardin saute 10 juges d'instruction ça, l'essentiel de la vérité, et je crois que de toute façon, ce procès, la fête, du pape tourné même avec l'autre, ont été poursuivis. Cette affaire, la bon dénouement, et la bon dénouement heureux, c'est-à-dire un dénouement qui est allé dans le sens de la justice. Inacceptable, totalement incorrect, anormal. On le croit, et c'est la vérité. Que on est qui n'ont niveau comme ça, président conseil électoral, ou qu'un bon demoiselle, ou battre ou violer. Ce procès, il faut le finir et un exemple pour nous tracer. Heureusement, Marie-Danielle Bernardin a du courage, elle a eu à porter plainte, dans plus l'autre famille violée qui pas fait, et à travers Marie-Danielle Bernardin, nous défendons les autres jeunes femmes qui ont été violées dans les mêmes circonstances et qui n'ont pas pu porter plainte. Ça fait 4 fois Marie-Danielle Bernardin vient là, qui s'est victime. Est-ce que dans la société, côté a fait état de droit, c'est victime pour traîner à marcher des justices? Mais deuxièmement, il y a une victime qui est livrée à elle-même. Il n'y a pas d'appareil l'État, il n'y a pas de machine pour la sécurité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de caisse d'État normale, il n'y a pas de monde qui prend position pour lui, il n'y a pas de monde qui fait installation photo dans le cabinet pour lui. Donc c'est un monde qui est livré à lui-même. Et nous avons parlé là, toute famille sous pression ou sous choc, ça quitte le pays déjà parce qu'il a fait pression pour tout. Donc nous avons souhaité que fanatiques zèle Josué Pierre-Louis dans la rue. Ça moi qu'a fait point de presse, conférence de presse, note de presse pour lui, gain image, gain accès à image, puis capable continuer à persécuter, puis capturer. Pendant que ce système ça, pendant que le dit victime, ce système ça, il vient devant qui a passé dans la bêtise. Moi, je pense que il faut que nous bagaillons d'abord en tant que citoyens, et il faut nous aller dans le sens de l'état de droit. L'état de droit veut dire que nous tous nous égales devant la loi. Mais ce n'est pas ça, nous gagnons comme image. Et c'est image ça pour nous propager dans le pays, pour que la population comprenne que les droits aux citoyens violés. Je dis, c'est Marie-Danielle Bernardin. Demain matin, qui doit son cousin, nous, qui doit ses soeurs, qui doit ses madame, qui doit ses petites. L'accusé, Maître Josué Pierre-Louis, a été également entendu par le magistrat instructeur. Il était accompagné de son avocat, Maître Renaud Georges. Autre point de l'actualité, le chef du gouvernement a paraphé une feuille de route de réduction de la vulnérabilité sismique en Haïti à l'occasion de l'ouverture, le mercredi 16 janvier 2013, d'une exposition consacrée aux risques sismiques au Champ de Mars, réalisée grâce à l'apport d'experts nationaux et internationaux. La feuille de route vise essentiellement à assurer une surveillance et une évaluation constante de la menace sismique à côté des initiatives de formation et d'éducation. Jonas Doriska. La sécurisation maximale de la population et du patrimoine économique du pays, tel est l'objectif de la feuille de route pour la réduction des risques sismiques en Haïti. En cours d'élaboration depuis le séisme du 12 janvier 2010, ce document a été présenté le 15 janvier dernier à l'ouverture au Champ de Mars de l'exposition sur la réduction des risques sismiques. Par rapport aux risques sismiques et la vulnérabilité du pays, des actions urgentes et rationnelles pour protéger la population sont une nécessité, a indiqué Alta Jean-Baptiste, la directrice de la protection civile. La menace sismique en Haïti est constante. La vulnérabilité est extrême en Haïti, avec des centres urbains concentrés, des centres urbains non contrôlés, des centres urbains mal conçus et mal construits. Cette feuille de route propose un ensemble d'actions multisectorielles concrètes visant la sécurisation de la population, du patrimoine économique ainsi que la
d'une instance de coordination de ces activités afin qu'elles puissent être intégrées d'une manière optimale dans la stratégie de reconstruction du pays. Les grands axes de la feuille de route, l'élaboration d'un programme national pour la réduction du risque sismique, l'établissement des cartes de microzonage sismique et l'établissement entre autres des standards minimaux de directives pour la construction, selon Mme Jean-Baptiste. Je vais rapidement vous faire part des grandes priorités qui ont été identifiées au niveau de cette feuille de route sans aller dans le détail puisque le temps nous fait la guerre. Il s'agit d'élaborer un programme national pour la réduction du risque sismique en Haïti, mettre en place un réseau national de surveillance sismologique, établir des cartes d'aléas et de microzonage, évaluer la stabilité structurelle du bâti, utiliser les informations existantes sur l'aléa sismique pour guider la reconstruction. La protection des vies et biens dans le pays nécessite une bonne planification des actions à entreprendre et l'utilisation des données existantes pour un meilleur aménagement du territoire, souligne Alta Jean-Baptiste. En définitive, la protection des vies et des investissements nécessite, vous devez le savoir, nécessite de soumettre des projets à une analyse rigoureuse des risques et de mettre en œuvre des solutions de mitigation, d'imposer l'utilisation des standards de construction, d'utiliser les informations existantes sur la menace naturelle pour les décisions d'aménagement du territoire. Élaborée grâce à l'apport d'experts nationaux et internationaux, la feuille de route pour la réduction de la vulnérabilité sismique en Haïti a été validée le mercredi 16 janvier à l'occasion de l'ouverture d'une exposition consacrée au risque sismique au Champ de Mars. La feuille de route marque une ère nouvelle de gestion des risques et désastres liés au séisme, selon le Premier ministre Laurent Lamotte. Fin de ce journal, avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La MINUSTA appelle le gouvernement haïtien à adopter toutes les mesures nécessaires pour réaliser des élections libres, inclusives et transparentes le plus tôt possible en 2013. Dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mariano Fernandez Amouna-Tegui, met l'accent sur la mise en place du conseil électoral et appelle les trois pouvoirs à travailler en ce sens. Une douzaine de diplomates étrangers accrédités en Haïti et résidant en République dominicaine se sont entretenus ce vendredi au Parlement avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Au menu des discussions, notamment la situation du pays, l'organisation des prochaines compétitions électorales, les investissements étrangers. À Sodo, la police annonce avoir effectué plusieurs arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Francesca Loiseau, 10 ans, dans la soirée du 15 janvier à son domicile par un groupe de bandits armés. Cependant, jusqu'ici, les ravisseurs ne se sont pas manifestés. Par ailleurs, l'inspecteur divisionnaire Gary Jules Jean a été nommé jeudi responsable du commissariat de Sodo. Il remplace l'inspecteur Louis-Paul Delius. Marie-Danielle Bernardin et maître Josué Pierre-Louis ont été entendus séparément par le juge d'instruction Merlin Bélabre. La jeune femme qui accuse maître Pierre-Louis de l'avoir violée était accompagnée de ses avocats maître Newton Saint-Just et André Michel. À l'étranger, au moins une trentaine d'otages et 11 assaillants tués jeudi lors de l'assaut de l'armée algérienne sur le site gazier d'Inamena où des centaines de personnes ont été retenues de force par des combattants islamistes. Et puis dans l'actualité sportive, Lance Armstrong passe enfin aux aveux. Le cycliste a admis s'être dopé pour remporter ses 7 Tours de France, mais a laissé de nombreuses questions en suspens lors de son interview accordée à Oprah Winfrey. Il est notamment resté peu bavard sur l'organisation du dopage au sein de l'équipe US Postal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.